Coucou. Hello. Hello. Bonjour à toutes et tous. Salut. Bon alors, bienvenue à tous pour cet nouvel épisode du Airtable Arena, l'opus numéro 7. Après avoir fait le mois dernier un épisode sur la génération de documents, il y a une logique à aller vers un peu plus de précision sur l'un des documents les plus importants enfin, lorsqu'on travaille et même dans tout ce qui est génération de documents. C'est un document assez classique de génération qui est tout ce qui est enfin, les factures et comment on peut générer ces factures de façon automatique ou non. Voilà. Donc c'est un petit peu l'idée de cette session. On va dire bonjour à Eric, bonjour à Xavier. Xavier, il passe son temps sur le Twitch de Code France. Il doit avoir une télé qui est dédiée à ça. C'est ça, j'avais envie de demander, mais est-ce que tu rates un live des fois, Xavier? Et si oui, est-ce que tu as un mot d'excuse je serais choqué s'il n'y avait pas Xavier dans le chat. Bah, je pense qu'on ferme boutique. Hein. Le jour où Xavier ne vient plus, c'est que vraiment. Il n'y a plus personne. Hein. Peut-être qu'il est payé. Peut-être qu'il est payé par No Code France, on ne sait pas. Salut Guillaume, salut Martial. Je ne sais pas si d'autres personnes vont nous rejoindre. Je ne sais pas si Florian ou Lilian, enfin, on verra. De toute façon, ils prendront en route si c'est le cas. Donc la petite liste là, qui manque là? Arthur, je crois qu'il y a tout le monde là. J'ai mis ce qu'il fallait pour une fois. Voilà. Bon. Le programme. L'idée serait d'abord de se poser la question de quelles sont les questions à se poser quand on veut aborder cette thématique de la facturation. Donc, c'est la première étape. Et puis ensuite, on va un petit peu, j'ai un petit peu listé un petit peu tous les outils qui permettent de faire de la facturation. Et puis, on va pouvoir se poser quelques questions. L'idée, c'est de remplir un petit peu ce tableau au fur et à mesure des échanges. Et puis après, il y aura une partie un peu plus info générale si on veut creuser la thématique. Voilà. Donc, l'idée, c'est que tout le monde un petit peu participe à toutes les parties. Et donc, voilà, l'idée, c'est de savoir un petit peu quelles sont les questions que vous êtes posées avant de choisir votre outil de facturation, peut-être à titre personnel ou pour des clients. Voilà. C'est ça l'idée de cette première partie. Alors, je ne sais pas si vous avez. Qu'est-ce qui vous vient à l'idée, à l'esprit quand on se pose cette question des questions à se poser? Moi, clairement, Vas-y, Pierre. Moi, je m'en suis pas posé. Comme ça va être simple. Je m'en suis pas posé. Je suis parti avec l'outil de l'expert comptable directement, qui était proposé. Donc, il gère les devis, les factures, les notes de frais, les indemnités kilométriques. C'était tout packagé en un. Donc, il n'y avait pas vraiment de questions à se poser. Moi, c'est obligatoire ou tu te dis c'est plus facile comme ça? C'est plus facile. Ouais, c'est une question de facilité là. C'était flemme. Moi, de mon côté, j'utilise QuickBooks. Et ça fait longtemps, en fait, j'utilisais déjà dans mon ancienne boîte à l'époque où j'étais entrepreneur. Et mon premier critère, c'était évidemment prendre un outil de facturation dédié, conforme pour l'utilisation en France, et automatisable avec Zapier, que j'utilisais à l'époque, parce que je ne connaissais pas Integromat. Et voilà, j'étais tombé sur QuickBooks, et du coup, en auto-entrepreneur, en tant que freelance, quand je me suis dit, bon là, ce coup-là, faire mes factures à la main sur Henri, ça va bien 5 minutes, j'ai besoin d'un truc automatisable. Je me suis pas trop posé de questions, j'avoue, je suis retourné sur QuickBooks, qui a l'avantage de bien marcher, avant de faire le taf. En plus de proposer un volet comptable utile pour la TVA. Guillaume Soto, dans les commentaires, il dit le prix. Le prix, elle est Ouais, le prix. Je sais pas si c'est une question sur le prix de l'outil, on y reviendra tout à l'heure, ou si c'est prendre en compte le prix. Oui, effectivement, moi, un outil de facturation, je suis prêt à payer ça 5-10 € par mois pour l'utilisation que j'en ai. Je vais pas prendre un truc à 30 € par mois, quoi. Mais
donc oui, c'est clair que ça entre en compte. Après, la plupart des outils là qu'on va regarder aujourd'hui sont les tarifs plutôt abordables. Il n'y en a pas tant que ça qui sont vraiment gratuits, mais ouais, je suis de toute façon pas forcément un partisan du tout gratuit. Il faut toujours trouver un outil gratuit pour tout faire. Des fois, un outil pas trop cher qui fait le taf, c'est mieux que de s'embêter à tordre un outil gratuit pour que ça réponde aux besoins. Par exemple, Xavier il dit Axonaut, et Axonaut, on voit que c'est un peu plus cher, quoi. C'est 40 € par mois, quoi. Ouais, mais c'est parce que avec la rémunération qu'il touche pour suivre les Twitch, forcément il a les moyens. Nous on les a pas, on a payé pour Twitcher, lui est payé pour regarder. Avec Axonaut, il faut aussi qu'ils payent leur campagne de pub sur LinkedIn et ça coûte vraiment très cher. On peut en payer parce que t'es inondé d'Axonaut partout. 40 € par mois, Axonaut, juste pour la partie. Ouais, ça dépend si tu le prends sur un mois, ouais, enfin, au mois c'est 50, et puis après si tu le prends sur 2 ans, ça descend à 35, quoi. Mais, c'est quand même un autre... c'est pas donné quand même. Hein. Ouais. Bah après, ça dépend du contexte. Aujourd'hui, on va essayer de parler à la fois de nous, ce qu'on utilise en tant que freelance, mais aussi ce qu'on peut être amené à mettre en place pour nos propres clients. Et le contexte n'est pas forcément le même. Payer 40 € par mois pour un freelance, ça commence à faire. Pour une boîte, c'est rien. Donc, ça peut être balancé par compensé par d'autres aspects positifs des outils, quoi. Pour toi, Pierre, 40 €, enfin pour toi, ça va. C'est pas que je les ai pas, mais bon, quand un outil à 10 € par mois fait bien le taf, j'ai pas particulièrement intérêt à payer 40. Salut Damien, 94 75. Salut NoCodeJess. Ouais, salut Jérôme. Après, sinon, pour rebondir du coup sur le prix, moi j'ai fait la technique du pauvre que je recommande à tous ceux qui commencent en freelance et qui n'ont pas de sous, même pas un gros budget comme moi à l'époque. J'avais pris Zoho Invoice, que j'ai toujours d'ailleurs. Et c'est avantage d'être gratuit, c'est franchement flexible. Alors c'est pas aussi flexible qu'un QuickBook, je pense. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que tu as quand même une API, quoi. Donc si demain, tu as un Airtable et tu veux lier à ton Zoho Invoice, tu peux le faire. Donc ça, pour le coup, c'est assez confortable. Parce que moi, personnellement, on a parlé de critères. Le mien, c'était le moins cher possible. Donc j'étais prêt à mettre 5-10 balles, comme dit Pierre, mais pas au-dessus, parce que bon, voilà, je restais indépendant. Et aussi qu'il y ait une API. Ça, c'était mes vraiment critères. Et j'ai comparé, donc à ce moment-là, QuickBook et Zoho. Et mon choix personnel, c'est porter Zoho. Et pour l'instant, pas de regret. Là où ça peut devenir chiant, c'est plus au niveau de l'API. Tu peux être limité et faire des calls API custom, ça peut être un peu borderline. Je crois que c'est toi, Julien, qui a fait des calls custom sur Zoho, non? À un moment. Je crois que j'avais passé un thread sur Slack. T'as pas voulu faire des... Ouais. Il me semble. C'est pas un peu le bordel, justement, les calls custom, les trucs comme ça? Il n'y a pas des problématiques comme ça Ça, faut lire la doc, quoi. Non, ouais, faut la doc. Ça. Mais voilà, technique du pause ou invoice. Ouais, donc finalement, il y a les Rapia qui veulent du 0 gratuit, mais sinon, sur le principe, les outils sont en moyenne pas trop chers. Pas trop chers. Il y a le côté automatisable, mais ça, c'est un petit peu notre ce que l'on veut, même si moi, je dois l'avouer, au regard du nombre de factures que je fais pas, enfin, je vais dire, même si je fais 5, même 10 factures par mois, moi, jusqu'à présent, j'ai pas pris le temps d'automatiser le truc. Et donc, j'ai été sur Henri et là, je l'ai fait sur Conto en ce moment. Bon, à un moment, j'ai fait les outils de génération de factures sur QuickBooks pour mes clients, je vais le faire pour moi. Mais c'est le syndrome du cordonnier qui est le plus mal chaussé. C'est toujours ça. Hein. Après, l'automatisation, est-ce que ça vaut le coup en termes de temps? C'est aussi, de quel poids ça nous vient? Moi, je sais que typiquement sortir des factures, c'est un truc que je déteste faire, vraiment. Oui. Et dans mon ancienne boîte, il m'est arrivé de passer plus d'un mois, pas passer plus d'un mois sur une facture, mais de prendre plus d'un mois avant de commencer la facture, tellement je détestais faire ça. Et c'est là que je me suis dit, bon, ça va pas être possible, il y a un souci, il faut que je trouve un moyen d'automatiser. Je clique sur un bouton, là ça sort la facture, ça me va. Et en fait, c'est pour ça que j'ai commencé à automatiser. Toi, Julien, si tu n'auras pas le besoin, je veux dire, je t'avoue que j'ai des factures d'octobre qui vont se transformer en factures de octobre-novembre. Si t'es payé 30 jours de fin de mois, t'es pile poil à l'heure. Hein. Oui, non, mais effectivement, il peut y avoir des moments où je laisse couler et je fais facturer des mots d'un coup. Quoi.
Arthur, je laisse regarder, il y a une question sur... Ouais, je viens de répondre dans le chat parce que je vais pas sur couper. Zoinvoice. Mais oui, effectivement, tu as un souci en France, c'est que si tu peux modifier une facture déjà envoyée, tu n'es pas considéré comme conforme d'un point de vue comptable et finances pour la France. Mais et effectivement, Zo n'est pas conforme sur ce point-là parce que une fois que tu envoies ta facture, tu peux quand même la remodifier derrière. C'est un problème. Ça peut être bloquant pour certaines boîtes, notamment. Je sais que moi j'ai une cliente dessus, elle s'en fichait, ça dépend toujours du règlement qui est appliqué, ce genre de choses. Après, l'avantage d'automatiser les factures aussi, c'est que ça permet d'autres modes de facturation. On a souvent la discussion régie versus forfait. Donc, et quand tu travailles en régie où tu factures le temps passé, sortir des factures automatiquement en fonction du temps passé, c'est vachement pratique. Moi, le premier du mois à 11h, j'ai toutes mes factures qui sortent à tous mes clients pour qui j'ai travaillé dans le mois. Et vu que c'est aujourd'hui la majeure partie de mon activité, c'est quand même un vrai confort, quoi. Alors que tu es à la piscine à ce moment-là. C'est ça qui est génial. Tu es en train de nager, en fait, tu générer et envoyer. C'est ça la vie d'un no-codeur, en fait. C'est ça, je pourrais être en call avec le client, il recevrait en même temps ma facture. Et là, il saute sur sa chaise. Ah il rapproche. Après, c'est vrai que la question de la conformité est une vraie question. Moi, c'est pour ça que générer des factures sur Google Doc ou autre, faut pas faire ça. Je ne fais pas. Tu disais en introduction, Julien, bon, c'est un type de document le plus utilisé, mais c'est aussi le type de document le plus réglementé. Et c'est pour ça qu'une solution agréée, c'est quand même pratique. Ça évite de se tenir à jour des textes de loi et de faire volontairement ou non des trucs pas très propres. Justement, sur cette logique d'être agréé ou non, si quelqu'un veut savoir, il va sur un site, il veut voir si c'est agréé ou conforme ou non, comment fait-il? Est-ce que vous avez des informations de conformité sur les outils qu'on a listés juste en dessous, par exemple? J'aurais tendance à dire qu'il y a probablement une petite pastille sur le site. Non, conforme. Et alors, est-ce que si c'est lié, donc c'est lié à l'antifraude. En fait, il faudrait inverser. Nous, on se met dans le chat et les gens du chat qui sont beaucoup plus compétents que nous, vous devriez venir en live et faire le. Mais c'est vrai, apparemment, vous avez plus de compétences que nous. Voilà. T'as quand même les mentions légales qui sont sur le site Entreprendre Service Public. Enfin, t'as quand même sur le site du gouvernement les mentions au moins à faire apparaître. Ça peut te donner effectivement une idée et comparer par rapport à tes outils ce qu'ils offrent ou quitte à rajouter des mentions. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, la mention publique de ta structure, si tu es en micro, si tu es en URL et ainsi de suite, ça doit apparaître dans tes petits encarts. Sélection de mentions légales. Pierre, tu disais que Facebook, ils étaient bien. Est-ce qu'ils affichent automatiquement ces mentions légales ou non? Enfin, il n'y a pas des templates systématiquement pour les factures ça met à jour les mentions légales automatiquement? A priori, oui. Enfin, eux, c'est leur boulot de faire des choses conformes. Là, par exemple, en juillet 2024, ça va être obligatoire de mettre le sirène du client sur les factures. J'imagine que d'ici là, ils vont mettre à jour leur outil, ils vont envoyer des mails, etc. aux utilisateurs pour s'assurer que c'est fait. Ça va devenir une mention obligatoire pour sortir la facture. Je peux pas garantir que ça va se passer comme ça, mais a priori, en utilisant un outil dédié, normalement, c'est comme ça que ça se passe et ils t'accompagnent un peu sur ces points-là, quoi. Alors juste, je vous coupe une petite seconde. Apparemment, il y a un problème sur le chat Twitch. Si on n'est pas follower depuis 3 mois, on peut pas écrire sur le chat. C'est Arnaud de JTECO qui vient de me dire qu'il voulait m'envoyer un screen. Voilà. Donc du coup, là actuellement, il me parle par message privé sur Slack. Il me commande des choses parce qu'il peut pas écrire sur le chat Twitch. 3 mois. Putain, ils sont. 3 mois, ouais. 3 mois d'ancienneté, sinon tu n'as pas le droit d'écrire. Voilà. C'est élitiste, nos codes. Ouais, c'est assez élitiste, ouais. On est une communauté élitiste. C'est pour éviter les spams, c'est ça? Ouais, je pense. Et sinon, lui, de son côté, du coup, il m'a fait un petit retour de Penny Lane. C'est bien, parce que justement, nous, Penny Lane, c'est cool, on n'avait personne sur Penny Lane. Voilà, il nous dit que, apparemment, c'est pas mal du tout. Que c'est bien, c'était plus pour TPE, PME et que le tarif était entre 30 et 50 balles pour si tu voulais l'API. Ah oui. Voilà. C'est après, bon.
La question, c'est en termes de volume, est-ce que c'est par user, est-ce que c'est juste par call? C'est toujours pareil, quoi. Non, je pense que c'est le plan à 30-50 qui t'ouvre l'API. Mais ouais, je pensais ça, ouais. Comment il s'appelle le monsieur? Dis-moi. Arnaud de Egiteco, j'ai pas son nom de famille, malheureusement. D'ailleurs, Arnaud, si tu nous entends, a priori Xavier a modifié, donc tu peux essayer de commenter, voir si ça marche. Voilà, il est là. Il y a Damien qui veut une intégration Airtable Make sur une facture. Pierre, tu as ça sous la. Pourquoi moi? Sinon, moi je peux montrer. Non, oui, je devrais avoir ça quelque part. Alors, moi, il y avait un truc qui. Ouais, sur les générations de factures comme ça, il y a quand même le problème. Il faut que les produits que tu vends, ils soient déjà intégrés à la plateforme de facturation. Ça, c'est toujours un peu. Que ce soit Zoho, moi je sais que sur Zoho et sur QuickBooks, il faut que tous les produits ils soient déjà intégrés dans le système et tu peux pas mettre une facture comme ça avec ce que tu veux. Quoi. Rien, ouais. Après, il me semble que indépendamment du produit que tu sélectionnes, tu peux personnaliser le nom de la ligne. Donc potentiellement, tu peux avoir un produit générique prestation de service, on est concerné par ça, et tu vas ajouter plusieurs lignes de prestation de service avec des titres et des montants unitaires différents, ce qui a priori fait très bien l'affaire, quitte à avoir des produits différents dans Airtable qui représentent vraiment la nature différente des tâches effectuées. Mais moi, je me demande si je fais pas ça. Je me demande si je mets pas tout en prestation de service, je ne sais plus. Ah, il y a... Alors, Doki. C'est Arnaud, du coup. Alors, en fait, c'est expliqué par message privé, mais je voulais pas dire de bêtises, j'avais pas tout compris. Mais il y a un projet de loi pour 2024, un projet d'état, pardon, pour 2024, pour certifier justement des logiciels. Je serais curieux de savoir qui est-ce qui vont être certifiés, est-ce qu'ils vont prioriser peut-être des suites françaises, je pense à un celle-ci qui est français, plus que des suites indiennes, comme Zoho. Je serais curieux de savoir comment ça va se passer. Je peux le rajouter comme critère, ça aussi. Pays. Donc Zoho, c'est indien. Ouais. Est-ce qu'elle est français? Penny Lane, c'est français, je crois. Ouais, Penny Lane, c'est français. Ouais. Celle-ci, c'est français? Ouais, c'est français, celle-ci. Vers La Rochelle. Donc oui, alors pour la présentation d'une automatisation, moi comme tu veux, Pierre. Ouais, j'ai ça sous la main. Attends, je partage mon écran. Hop. De toute façon, ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours la même chose. Donc une fois que vous en avez fait une, vous pouvez faire les autres. Voilà, il y a de la couleur. Ah ouais, non, c'est plus compliqué que ce que j'imaginais par rapport aux miennes. Ouais, non, en gros, moi j'ai un... Il n'y a pas que la génération du doc, là. Ah oui, là, je vois. Il y a une génération de doc. Après, la spécificité pour moi, c'est que j'ai des missions freelance et un peu d'activité e-commerce. J'ai un peu, c'est vraiment pas beaucoup, mais je vends des templates, des rendez-vous Calendly payants, etc. Et je me suis fait un scénario qui génère mes factures. Donc, il gère les différents cas. Il y a un webhook qui est du coup déclenché de différentes manières. Et la manière dont ça se passe, c'est déjà... Je vérifie que la facture QuickBooks n'existe pas, sinon je m'envoie un message Tu vérifies parce que tu mets l'ID du QuickBooks dans Airtable une fois que c'est généré, c'est ça? Ouais, exactement. Alors, donc il y a deux cas. Soit le client n'existe pas, c'est-à-dire dans Airtable, le client n'a pas d'ID QuickBooks associé. À ce moment-là, je vais le créer et je vais mettre l'ID dans Airtable. S'il existe, à ce moment-là, je mets dans une variable cet ID. Comme ça, dans ma variable qui s'appelle client, j'aurai bien l'ID du client, soit qui existait avant, soit qui a été récupéré. Ensuite, c'est là qu'il y a deux branches selon les missions freelance ou les produits e-commerce. Donc, c'est un peu spécifique, mais regardons par exemple les produits e-commerce en bas.
Donc, je récupère la commande. Là-dessus, je vais itérer sur mes lignes de produits. Je récupère les infos et donc je génère au fur et à mesure mon JSON avec amount, description, etc. Donc avec toutes les lignes. Sachant que, alternativement, ça c'est un vieux scénario make, mais aujourd'hui, si je devais refaire la même chose, ce JSON-là, je le générerais directement de Airtable. Ce que je vous avais dit. Je ne m'embêterai pas à faire itérateur, etc. Donc en fait, toute cette partie-là serait inutile parce que le JSON que j'ai envie de générer, ce JSON étant vraiment strictement dépendant de l'outil, là je fais ce JSON-là parce que c'est ce que QuickBooks me demande, voilà, ce JSON-là, il peut facilement se générer sur Airtable avec des rollups, c'est-à-dire en fait, cette partie-là, ça correspond à un line item, donc via une formule, je le génère directement dans mon line item, et ensuite, je fais un rollup pour générer donc toute ma liste au niveau de ma commande. Bon là c'est la gestion de réduction. Ah oui, c'est réduction e-commerce. Je me disais je suis pas de réduction en freelance. Mais en e-commerce ça m'arrive. Et donc ensuite là je récupère mes variables, je parse le JSON et derrière je vais dans QuickBooks. Donc, attends, quand tu parles du JSON, c'est ton truc de variable. Attends, oui. Mon JSON, c'est ce que j'ai constitué au fur et à mesure, c'est mes lignes. Ah oui, donc ensuite tu le parses, ok, d'accord. Donc je le parse, agrégateur pour en faire une liste. Donc derrière, je vais créer ma facture QuickBooks. Bon, il y a un certain nombre de paramètres là aussi dépendant de chaque outil. Typiquement, un cas que je me suis noté que je dois gérer, c'est la TVA. Des fois, j'ai des clients à qui je facture pas de TVA, donc il faudra que je gère ce cas-là. J'ajoute mes coordonnées bancaires sur lesquelles je ne m'attarde pas directement dans la facture. Donc ça, on s'en fiche. Et puis après, donc, je télécharge ma facture, je la mets dans Google Drive. Ça fait que typiquement, comment je vais utiliser ça? Ouais, si je la mets dans Airtable et pour mes clients récurrents, en fait, ils ont une vue Airtable avec notamment toutes les factures, le détail du temps que j'ai passé, le lien pour télécharger la facture, etc. Ça me permet de tout centraliser. C'est mieux le faire en dehors de QuickBooks qui n'a, à ma connaissance, pas de portail client pour tout ça. Et après, bon, soit j'envoie la facture en utilisant la fonctionnalité QuickBooks, soit je ne l'envoie pas donc pour une mission et je me note de l'envoyer à la main dans Asana, mon outil de gestion de tâches, soit pour du e-commerce, j'envoie ça via Sendinblue parce que je le fais sous une forme un peu différente. Au moins Sendinblue, je maîtrise la forme sous laquelle je l'envoie. Et voilà, donc bon, c'est un poil plus compliqué que nécessaire parce que j'ai pas mal de cas à traiter, mais dans l'ensemble, cette histoire de je crée le client ou je le récupère, ça c'est assez standard, ça va marcher comme ça dans la plupart des outils. L'itération sur les line items, c'est standard aussi, sachant que si on utilise Airtable au début, je recommanderais de générer directement le JSON dans Airtable, c'est beaucoup plus simple. Il faut penser bien à échapper les éventuels guillemets, etc. pour ne pas se faire avoir. Bon, ça c'est un peu spécifique. Et puis après, je crée la facture, je la sauvegarde, je gère l'envoi. Ça aussi, c'est un peu les étapes que j'aurais tendance à recommander pour vraiment, pour ne plus être dépendant de l'outil une fois que la facture a été générée. Bon, comme ça, j'ai directement dans Google Drive avec un lien facile à utiliser et j'ai pas besoin de retourner à la main dans QuickBooks ou autre. Voilà. Ok. Bon, là l'idée c'est que le scénario il est compliqué parce que déjà tu fais plein d'étapes à la fois, tu crées ton JSON complet, tu vas pas populer avec des produits comme objet. Ok.
Ouais, d'ailleurs, item ref, c'est toujours 1, donc j'imagine que ça veut dire que j'utilise toujours le même produit. Je me souviens plus exactement à quoi correspond le JSON. Ok. Est-ce que Damien a dit ah ouais c'est costaud? Ça lui a fait peur. J'espère que si Damien n'est pas utilisateur de Make, peut-être que ça lui a fait très peur. En tout cas, ça fait un très bel arbre. Tu vas pouvoir postuler pour le concours d'arbre de Noël de cette année. Ah, je peux pas rivaliser avec tes arbres, Julien. Mais non, après, disons que de manière générale aussi, pour parler bonne pratique make, ça c'est. Je sais que quand je veux générer une facture, ça passe par ce scénario-là, et je vais l'appeler via des boutons sur Airtable, je vais l'appeler via d'autres scénarios make, mais au moins toute la génération de factures, elle passe par là, et ça c'est plutôt une bonne pratique de modulariser. S'il y a 3 scénarios différents qui sont amenés à créer des factures, il y a des soucis. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Ok. Donc ça nous a bien montré qu'il y avait une API et que c'était bien automatisable pour QuickBook. Est-ce que tu aurais des reproches à faire à QuickBook, Pierre? Oui, le principal reproche, c'est quand on génère une facture via API ou via Make, ça crée une facture définitive. On n'a pas la possibilité de créer un draft de facture. Comme le disait Arthur tout à l'heure, en France, on n'a pas le droit d'éditer, enfin de modifier une facture qui a déjà été publiée au format définitif. Donc la manière dont la plupart des outils contournent ça, c'est qu'on génère des drafts de factures qu'on peut ensuite aller modifier pour les valider ou pas. Mais avec QuickBooks, c'est pas possible. On génère les factures et si on veut les modifier, QuickBooks s'occupe de faire de son côté, mais il le fait quand même, les opérations comptables, c'est-à-dire il annule la facture, il génère un avoir et il crée une nouvelle facture avec un nouveau numéro. C'est comme ça qu'on est censé faire proprement, mais il n'y aurait pas besoin si on pouvait générer une facture draft, ce qui n'est pas possible. Et c'est américain, QuickBooks? Ouais, c'est Intuit qui est, me semble-t-il, une boîte américaine. Ah oui, oui, c'est ça. Ouais. Et Arthur, sur The Invoice, tu as des points positifs que tu vois, le fait que c'est gratuit, il y a quoi comme. En fait, il y a plusieurs points positifs. Déjà, le premier, c'est que tu as ZooBook et ZooInvoice. C'est-à-dire que le côté comptable sur ZooInvoice, tu ne l'as pas. Ouais. Si demain, tu n'es pas trop à l'aise avec les chiffres, mais que tu veux te faire un budget, bah, tu ne pourras pas le faire. Il y a les notions de TVA, etc. sur ZooInvoice, c'est pas le mieux foutu. J'intègre tout. Hein, c'est gratuit les deux. Dans ZooBook, justement, c'est la version premium, donc, qui est payante. Je crois que c'est genre 10 balles ou 12 balles. C'est pas très cher. Hein. Mais alors, je sais pas pourquoi ils ont fait 2 offres différentes. Ils ont une version, je pense, ZooInvoice gratuite pour faire un peu un produit d'appel pour des freelances qui commencent, etc. Mais en fait, pour une cliente, typiquement, je l'avais d'abord mis sur ZooInvoice. Et puis, en fait, son entreprise faisait que elle grossissait. On a dû passer sur ZooBook parce que il fallait suivre de manière très très près la TVA. Elle voulait budgétiser des trucs, elle, mais c'était pas elle plus aller dans les chiffres. Donc, tu avais déjà des aspects techniques et financiers qui rentraient en jeu, de gestion financière qui rentraient en jeu, que tu pouvais pas faire. Si dès la TVA, tu dois avoir ZooBook, autant prendre ZooBook directement. C'est ça, en fait. C'est que si tu es comme. Enfin, moi, au tout début, même pour beaucoup d'entre nous, je pense qu'on n'avait pas de TVA à déclarer. Je crois que c'est Elise qui a commencé il y a peu de temps à le faire. Quand tu n'es pas embêté par la TVA, tu t'en fiches un peu, ça suffit l'argent. Quand tu commences à devoir comptabiliser, savoir qu'est-ce que tu dois rendre, etc., là, d'un coup, c'est plus embêtant. Par contre, le côté que j'ai, moi, par contre, que j'ai beaucoup aimé sur Zoo et que je reproche également à QuickBook, comme Pierre le fait, c'est qu'une fois que la facture est faite, elle n'est pas définitive, c'est une draft. Et si je me dis, je la finirai ce soir, je la finirai ce soir et je l'enverrai au client. Et c'est qu'une fois envoyée au client qu'elle est considérée comme finie, en fait. Bon, même si je peux quand même l'éditer, là, c'est un problème. Donc, ça, par contre, c'est vachement pratique. Et gros point positif, mais je pense que, gros point positif, je pense que maintenant, beaucoup d'outils longs, c'est quand je peux envoyer faire des templates assez propres dans ZooInvoice, c'est-à-dire que dans ma template, je peux intégrer le paiement par carte, je peux intégrer les coordonnées bancaires, je peux mettre un encadré où je mets tout ce qui est numéro de SIRET, etc., tout ce qui est mention légale. Donc je trouve qu'on fait des templates assez propres, c'est pas un Google Doc, je vous l'accorde, mais c'est quand même assez clean pour commencer. Et voilà, après, on peut lier directement sa boîte mail aussi, ça c'est cool, pour le shooter directement et au lieu d'aller dans ta boîte mail. Bon, ça c'est un petit plus, mais maintenant je crois que tout le monde le fait. Tous les outils le font.
Et si, par contre, il y a un truc qu'ils ont que QuickBooks n'a pas, c'est le portail client. On peut donner un accès à un portail client sur Zoho. Ça, c'est cool. Et via l'email du client, c'est comment ça se passe? Ouais, en fait, c'est tu rentres l'email. Donc, quand tu crées ton client, tu mets l'email. Ou si tu l'as pas, bon, tu pourras pas le faire. Mais tu rentres l'email de ton client et tu dis autoriser ou non l'accès au portail client. Et en fait, si tu dis autoriser, ben, ça va lui créer un lien de connexion. Et il va pouvoir en fait avoir accès à voir toutes les factures que vous avez échangées entre vous. Je crois qu'il y a même une petite partie de son projet ou du moins un suivi des heures. Donc ça, c'est pour le coup, c'est pas mal quand on débute et qu'il faut un truc assez propre, professionnel, c'est pas mal pour commencer. Ok. Et est-ce que c'était Arnaud a des remarques négatives à faire sur Pennyline? Et Martial qui dit du coup, il peut les modifier aussi. Non, il ne peut pas les modifier. Oui, d'accord, c'était une blague. Excusez-moi. Ah oui, non. Ah non, heureusement, mon client ne peut pas modifier la facture et dire non, finalement, je ne paye pas, je mets 0. Mais si, regarde, je t'ai payé. C'est une usine à gaz pour les. Oui. Pour les indépendants. Ah, ok. C'est plus avec ces corporate, entreprise, quoi. C'est un peu la frontière entre une solution de compta et une solution de facturation. Comme tu disais, Arthur, entre Zoho Invoice, qui fait vraiment juste des factures, ou Zoho Books, qui est une solution de comptabilité au même titre que QuickBooks. C'est tout de suite, il y a plus de choses, on peut plus facilement s'y perdre. QuickBooks, au début, ça déstabilise un peu. Tu dis, OK, il y a plein de trucs, comment je m'y perds? C'est pas l'outil le moins intuitif que j'ai vu, mais forcément, il y a un peu plus de trucs. Après, c'est vrai que typiquement la TVA, c'est hyper facile à gérer, donc ça dépend beaucoup de l'utilisation, des besoins, du niveau de maturité de la boîte. Ça dépend aussi potentiellement des outils qui sont en place. Si on met en place un outil pour un client, peut-être qu'il a déjà, il a probablement déjà une solution de compta. Peut-être qu'elle gère même la facturation et c'est possible d'utiliser. Il y a peut-être déjà les choses à utiliser, ou si elle ne fait pas la facturation, peut-être qu'il n'y a pas besoin de lui mettre un QuickBooks qui ferait doublon en fait, et juste une solution qui fait juste des factures peut amplement suffire. Complètement. Puis il y a aussi une question que moi je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont posées autour de moi. Et je veux personnaliser, vraiment faire une facture à mon image. Et aujourd'hui, il n'y a pas de réelle solution de gestion de facturation. Tu peux tout personnaliser from scratch, c'est-à-dire que tu as une feuille blanche et mettre ton tableau, mettre ta couleur, etc. Ça, il n'y a que Google Doc, à ma connaissance, qui le fait. Et ça, c'est vraiment, je trouve, un peu dommage. Donc, sinon, si tu dois faire l'automation, tu dois télécharger ton fichier, le merger avec d'autres Google Docs, etc. Mais bon, ça devient compliqué, quoi. Après, la personnalisation totale d'une facture, j'ai envie de dire, est-ce que c'est vraiment utile? Je préfère bien personnaliser mes propositions commerciales, mes factures moins. Il y a mes couleurs, il y a mon logo et tout, mais bon, il n'y a pas forcément besoin d'aller beaucoup plus loin que ça de mon point de vue. Non, c'est là où c'est des limites sont touchées, mais c'est des cas très spécifiques. Moi, typiquement, j'avais une personne qui était venue en disant moi, je ne peux pas utiliser les solutions qu'il y a sur le marché, type QuickBooks, Zoho ou autre, parce que dans ma pression commerciale, il y a mon devis ou ma facture, ça dépendait, et tout était intégré dans le même truc. En fait, il voulait tout sur le même doc, et il voulait mettre vraiment un truc ultra personnalisé, et il ne trouvait pas son bonheur, quoi. Et du coup, il est resté sur Google Doc avec tout mergé. Ouais, voilà. Mais c'est des cas très limites, c'est des cas rares, je te l'accorde. Pour ça, pour le coup, je ferai sur PandaDoc. Je connais pas. Qui justement permet de bien personnaliser, on en parlait le mois dernier, qui permet de bien personnaliser, de faire des devis propres, etc. Après, c'est vrai que vouloir tout mettre sur un même doc, c'est un peu particulier. On pourrait même se demander est-ce que c'est vraiment une bonne idée, parce qu'une tu peux pas sortir une facture en même temps qu'une proposition commerciale, ça me paraît absurde. Une facture, c'est fait pour être payé. Donc, il fait quoi? Il annule la facture si la personne n'accepte pas la proposition commerciale. J'ai l'impression qu'il y a un problème de timing. En fait, j'avais pas tout compris de son business model en toute honnêteté, mais à des moments, il faisait il mergeait des docs en entier. Et tu avais de la doc, par exemple, tu avais une proposition sur de l'upsell, mais du coup, il a fait une vente le mois d'avant, du coup, il mettait la facture. C'était un peu complexe, son truc. Mais ça marchait bien, ce qu'il avait fait. Mais voilà, c'était des cas très spécifiques, encore une fois. Ok. Pennyline, est-ce que c'est conforme? J'ai posé ça comme question parce que justement. Je crois que. Alors, sur leur site, je crois qu'ils en parlent, non?
vu le marché. Ah oui, d'accord. En fait, pour l'instant, il n'y a aucune certification. Donc, en fait, c'est Forest pour l'instant. Ouais, donc... Mais ils sont pas loin. Donc, finalement, franchement, en ce moment, pourquoi s'emmerder? DocuPilot ou Google Doc, c'est très bien. Il n'y a pas besoin de... personne n'est certifié. Même bon, le QuickBooks n'est pas certifié. Bon, la publicité mensongère, c'est pas du tout certifié. Non, mais c'est pas certifié, c'est conforme, c'est différent. C'est conforme, ouais. En gros, personne ne donne le label. Ce qui va changer, c'est qui a la responsabilité de s'assurer que c'est conforme. Si tu utilises un outil de facturation dédié, c'est l'outil qui s'assure qu'il est conforme. Si tu utilises Google Doc, c'est toi qui t'assures que tu es conforme. Ouais. Et bon courage pour maîtriser sur le bout des doigts toutes les lois qui s'appliquent. Plutôt intègre les obligations. C'est plutôt ça, légal. Conforme, avec les mentions légales. Conforme, c'était bien aussi, mais... Je sais pas, c'est Arnaud qui dit qu'il n'y a pas de logique de certification, mais c'est conforme, c'est pas certifié. Ah, c'est pas certifié conforme, c'est juste conforme. C'est de l'autodéclaratif, mais bon. C'est conforme, ceci dit, moi je me balade depuis un petit moment sur les différents outils, les plateformes SaaS, et je regarde de quelle manière les plateformes, qu'on parle, PennyLane, QuickBooks notamment, comment est-ce qu'elles notent ou est-ce qu'elles ont une mention, une page, une FAQ qui permet de dire je suis conforme à la législation française, ou tout du moins vous inquiétez pas, on prend tout en charge. Et quand je viens de tomber sur un article sur PennyLane. Ils disent, pour être valable, la facture doit comporter des mentions obligatoires disponibles sur le site du service public. Donc, ils renvoient au service public. Ce qui veut dire qu'en fait, même ces plateformes-là, aujourd'hui, pour moi, ne garantissent pas une conformité. Tu es quand même obligé de faire une double vérification par rapport à ça. C'était la remarque d'Arnaud qui dit que la responsabilité... j'ai parlé un peu vite en disant que la responsabilité était du côté de la plateforme. Non, ça c'est faux. Mais disons qu'il te simplifie quand même énormément la vie en t'évitant de faire n'importe quoi quand tu as envoyé ta facture au client. Tu ne peux pas juste t'amuser à la modifier. Non, ils vont annuler la facture, créer un avoir, etc. Ça ne dispense pas l'émetteur de ses obligations, mais ça lui donne un cadre quand même plus ou moins rigide et plus ou moins conforme pour le respecter. Mais ce qu'on peut penser, c'est qu'en c'est ce qu'il dit Xavier, c'est qu'en 2024. Ah non, ça c'est les factures électroniques. Mais en tout cas, avec avec le fait que l'État va certifier des outils, je pense qu'à ce moment-là, on pourra peut-être avoir une vision un peu plus claire de est-ce que toutes les applications. Mais ce que dit Arnaud, c'est intéressant, c'est le fait que quand tu prends un outil, tu te dis c'est bon, je suis backé, donc tu fais peut-être moins attention à toutes les mentions qu'il y a dessus, alors que c'est toi qui es le responsable. Donc j'allais dire, si il n'y a pas tout, que tu as oublié une mention, c'est pour ta pomme. Finalement, l'outil ne te back pas du tout. Donc parfois, si tu es au fait, il vaut mieux peut-être aller sur un site pour dire quelles sont toutes les mentions à mettre sur la facture et suivre ça, quoi. Voilà. Donc, ouais. On descend un petit peu. Il y avait Time pour Baudouin. Il a la nouvelle release, il a la V, je sais pas quoi. Ouais, ça a été migré ce matin. Alors, je me suis baladé en me disant, purée, je vais pouvoir avoir des choses à donner sur l'Arena. Et en fait, pas grand-chose. Parce que, c'est inclus en termes de prix, c'est inclus, moi, dans mon abonnement avec l'expert comptable. Donc, du coup, tout est pris. J'ai pas réellement de notification sur les mentions obligatoires ou pas. Ils les ajoutent au fur et à mesure. Donc, pour le coup, je fais confiance. Je délègue la responsabilité, mais je devrais pas finalement. Ce qui est le plus chiant, c'est l'API, pas d'API. Et ils n'ont pas l'intention d'en faire une. Donc, déjà, on peut pas automatiser. Mais c'est très simple. Les nouvelles moutures là permettent de créer des avoirs, de faire marcher les factures. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, c'est assez simple pour gérer des factures. Donc, c'est vraiment quand on en a peu, ça tombe bien. Par contre, c'est tout l'écosystème qui, finalement, il va y avoir autour, notamment les justificatifs à valeur probante, où tu vas pouvoir mettre les justifs et tu vas pouvoir les jeter. Du coup, quand ça atterrit sur la plateforme, tout va bien. Donc, voilà, c'est plus, finalement, l'écosystème, la simplification autour de mon activité qui marche bien. Autrement... Pardon ?
Tu sais si c'est français? Ouais, ça va être. Ouais, c'est français. Ouais. C'est développé c'est une boîte parisienne. Ce que dit Xavier, c'est qu'apparemment, voilà, avec la prochaine législation, on ne pourra plus envoyer directement des factures aux clients, mais on sera obligé de passer par des alternatives certifiées, quoi. Légalement parlant. Il y aura toujours des gens qui attendent Excel. Après, il pourrait peut-être y avoir une API juste pour se faire la certification. J'allais dire, si c'est une blockchain pour aller stocker ta facture pour certifier qu'elle existe, tu n'as pas besoin d'avoir le truc intégré dans ta plateforme. Tu pourrais l'avoir en extérieur. Si c'est ça. Ouais, complètement. Hein. Oui, et puis de toute façon, les outils de facturation actuels ont tout intérêt à s'adapter pour inclure ça. J'ai du mal à voir un QuickBooks qui ne s'adapterait pas à ça. C'est soit ça, soit il quitte le marché français, quoi. Les infos oui, donc en fait, les factures seront envoyées directement à l'État, donc ils sauront directement combien tu as facturé. Ah ouais. Mais pour les contrôles fiscaux, c'est cool ça. Ça simplifie les trucs. Bah oui, maintenant qu'ils vont avoir accès à nos comptes en banque complètement à nos factures, c'est bon. J'espère qu'ils ne seront plus remplir un truc sur Internet pour les impôts. Hein. Ils prélèveront directement, on n'aura plus à s'occuper de tout ça. Question intéressante de Martial qui demande le poids du marché chez QuickBook, et même ça va pour tout le monde. Hein. C'est toujours pareil, si les Français c'est genre 2% de leur chiffre d'affaires, ils vont nous dire laisse tomber. Hein. Ça m'étonnerait quand même QuickBook, je les ai quand même vu pas mal sur pas mal de salons français, et ils sont quand même assez actifs pour QuickBook, mais pour d'autres je sais pas. Je pense qu'ils sont bien présents en France, mais de toute façon, même si c'est 2% du chiffre d'affaires, il y a beaucoup de boîtes qui n'ont pas envie de s'asseoir sur 2% de leur chiffre d'affaires. Ah, complètement. Complètement. Il y a Conto. Alors, Conto propose depuis quelques mois un service pour générer les factures sur son compte. C'est gratuit. C'est gratuit. Il faut quand même avoir le. Donc Conto qui est une banque, faut préciser. Une banque, ouais. Il faut quand même avoir le compte de Conto. Voilà, et qui est une banque qui n'est pas gratuite. Donc, non, elle n'est pas gratuite. C'est inclus, mais le service est payant. C'est ça. Ouais. Il faut que je vérifie. Je suis pas sûr que sur le modèle de base, à 9 €, je ne suis pas sûr que tu aies les factures. Ça, c'est un truc, je ne suis pas sûr. Ou non, tu as un nombre de factures limité. Je crois que tu as un nombre de factures limité. Il y a un truc comme ça que j'avais vu. Parce que comme je l'ai pris, je l'ai lu, je crois. Attends. Ouais, outil de facturation, c'est qu'à partir du compte à 19 € par mois. Voilà. Donc voilà. Donc, ouais. J'ai les moyens. J'ai pris le compte à 19 € par mois. Oh là là, t'es en smart, toi. Oh, mais je suis basique, hein. Et en fait, pas les mêmes valeurs. T'as pas que pré-comptabilité, donc tu peux. En fait, c'est ça, je crois que c'est dans cette PAC-là qu'il y a du coup je sais pas si une intelligence artificielle, mais tous les documents que tu transmets à Conto, il va faire le rapprochement avec les paiements que tu as effectués, quoi. Par exemple, tes abonnements Calendly, Airtable, mais c'est ça. C'est pour les gens cette partie-là. C'est pour les gens ambitieux qui se projettent vers la SASU et vers l'entreprise, la croissance. Mais ça, c'est parce que c'est automatisé et du coup, tu peux, par exemple, synchroniser un dossier Google Drive où tu vas mettre de manière automatique ou non tes reçus. Mais par contre, ouais, pour la partie où tu envoies tes factures à tes clients, là, tu dois pour le moment le faire à la main. Alors, Arnaud dit qu'il y a des API. Oui, il y a des API. Par contre, moi, dans la doc API que j'ai lue, je n'ai pas vu de partie concernant la génération de factures, de tes propres factures. Des choses générées, je n'ai pas encore vu de partie là-dessus. Mais je pense qu'ils l'ont pris en compte. J'avais discuté avec un product owner, je crois, sur Slack. Moi, je crois que c'était début de l'été, il avait posé des questions, il avait reach des gens qui avaient répondu par message privé. Et effectivement, moi, j'avais dit, le premier truc qui me ferait venir sur Conto, c'est une API pour créer mes factures automatiquement. Il m'a dit, ouais, on est au courant, on n'aura pas le temps de le faire quand on va sortir la feature, mais apparemment, de ce que j'ai compris, c'était plus ou moins prévu, quoi. Maintenant, on va voir ce qui sera dans la réalité, quoi. On est à Florian, il n'est pas là. Ouais, c'est vrai, il faudrait demander à Florian. Il doit savoir tout ça. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que l'API a un gros
un gros argument de Conto, donc ce serait pas débile qu'ils incluent les factures dedans. On l'a pas mis dans la liste, mais il y a aussi Shine qui est une autre banque qui propose ce même service intégré de création de devis et factures. Je crois que eux, ils n'ont pas du tout d'API, donc il ne devait rien avoir d'automatisé. Mais voilà, c'est eux qui l'avaient fait en premier, c'est Conto qui les a copiés en ajoutant son service de facturation. Tu ne fais pas de devis, hein, tu fais que des factures, Conto. Mais sur Shine, c'est devis et facture, et c'est inclus dans toutes les offres. À partir de 7,90 hors taxe par mois, je ne fais pas de pub, je ne suis même pas chez eux, c'est juste que je viens de voir ça sur leur site. Ouais, pour le coup, moi j'ai des personnes qui sont chez Conto et chez Shine, les deux se valent, hein, franchement. Oui, les deux c'est plus pas mal, une question. Ouais, peut-être pour l'API, si vraiment tu es comme nous et tu veux automatiser parce que tu es un flemmard ou tu n'aimes pas ça, mais après en termes de fonctionnalité pure, les deux se valent, hein, concrètement. Et apparemment, Conto il fait bien le calcul de la TVA. De ce que j'ai lu, en tout cas, Florian Charpentier, là, on va dire le créateur de micro-entreprise par excellence, disait que voilà, du côté TVA, quand tu commences à facturer la TVA, Conto, ça marche pas mal, quoi. Okay. Mais à partir de la formule à 20 € par mois. Il y a Arnaud qui dit aussi sur les scans tickets, donc sur tout ce qui est frais, je suppose que c'est les notes de frais. C'est pas faux. Par contre, sur les factures, moi, ce que j'ai vu, c'est que il faudrait que je regarde sur. Mais lorsqu'on on indique la TVA, je crois que c'est la TVA pour l'ensemble de la facture que l'on fait. Ok, je regarde. Je crois que c'est sur l'ensemble de la facture. Si je fais ça. Non. Moi, je sais plus. Ah si, j'ai brouillon. Je crée un brouillon. Mais non, la TVA, non, c'est spécifique à chaque item. Bah, si vous voulez, je peux vous montrer à quoi ça ressemble l'interface. Par contre, vraie question, c'est un truc que j'ai sur Zoho et qui me plaît. Est-ce que tu peux exporter, par exemple, toutes les factures que tu as fait du mois, avoir des résumés d'un total hors taxe, etc. Sur Conto, sur d'autres? Sur QuickBooks, typiquement, est-ce que ça, tu peux le faire? On va voir ça. Voilà. Vous voyez l'interface, là? Non. Du tout. Non, du tout. Tu partages pas tout. Ah oui, je partage pas, excusez-moi. Voilà. Donc, vous choisissez. Et donc là, tu es obligé de remplir toutes les infos du client, quoi. Ouais, il faut remplir les informations du client, tout à fait. Ouais. Donc là, je crois que tu peux le payiser, enfin tu peux l'automatiser. Cette partie-là, tu peux l'automatiser. Sinon, ensuite, sur la partie numérotation, tu peux décider soit d'avoir donc la numérotation. Là, je l'ai mise automatisée, mais on peut la mettre en manuel. Et ensuite, c'est item par item. Tu mets le titre, la description, la quantité, le prix, la TVA. Tac, 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 tac. Tu mets tes conditions et puis voilà. Et ça, tes items, tu peux aussi les avoir en Tu peux définir où est-ce que tu envoies l'argent ou à quel compte tu le crédites. Voilà. Ah, ça, c'est cool, par contre. Tes items, tu peux aussi les avoir prédéfinis? Non, ça, pour le coup, ils ne sont pas prédéfinis. Bon, après, je pense, en tous les cas, vu que c'est quand même relativement récent, ça quelques mois, je pense qu'ils vont bien itérer dessus. Je suppose que si ça peut être apaisé un jour, bah, tu auras juste le choix au titre, machin. Si ça reste comme ça, c'est pas mal, parce que justement, tu n'as pas besoin d'intégrer les produits, quoi. Parce que ça ne se veut pas être un outil de gestion de ton budget et d'analyse de tes ventes de produits. Donc, je pense que voilà, le jour où c'est automatisé, la génération de factures, je passe sur Conto. Et je pense que c'est l'argument, c'est l'attente de beaucoup de gens, à mon avis. Hein. J'espère que Conto écoute. Hein. Ouais. J'espère que Conto regarde cette vidéo. Parce que là, tu vois, moi, typiquement, j'ai Bootstrap et je me suis dit, tiens, je construis tout mon CRM sur Airtable, donc je vais pousser le truc jusqu'au bout et je vais faire tout de A à Z sur Airtable et Google Doc, tu vois. Donc, je me suis bien embêtée à lire des articles sur toutes les mentions obligatoires et tout ce qu'il fallait prendre en compte. Donc, oui, ça, c'est un peu la partie relou. Mais du coup, maintenant qu'on peut tout personnaliser à gogo, c'est un peu... Xavier me fait remarquer que je n'ai pas dû mettre les mentions légales sur mes factures, donc elles ne sont pas bonnes. C'est ça que tu veux me dire, Xavier, c'est ça? C'est gentil, hein. Merci.
Hop. Attendez, hop. Ah là là. Ça nous fait une belle liste quand même. Alors, c'était Élise, on va te laisser sur Stripe Invoice parce que tu nous avais dit que ça existait, que c'était génial ou que ça allait sortir, je sais plus ce que c'était. Ouais. En fait, ce qui est cool avec Stripe Invoice, c'est que il y a des modules sur Integromat qui existent pour créer des factures. Enfin, tu peux créer tes customers, créer tes factures avec l'API de Stripe, avec les modules existants sur Make. Simple. Ça, c'est plutôt cool. Par contre, oui, ils prennent un pourcentage, quoi. Donc là, j'étais sur la page, ils prennent 2%, je crois. En plus de ils prennent Stripe. 0,4, 0,5. Ça monte vite, hein. Ça va. Et donc ça, c'est vraiment pour la partie où tu envoies les factures à payer. Et je vois qu'ils sont aussi en bêta-test pour la partie envoyer des factures une fois quelqu'un a payé par un lien de paiement. Donc ça, cette partie c'est cool. facture déjà payée, c'est en cours aussi de création. Et en fait, ce qui est hyper cool avec Stripe, mais j'ai pas eu le temps de tester cette partie-là, c'est aussi qu'il y a un portail client. Donc potentiellement, sur le portail client, tu peux afficher les propositions, les factures, et tout ce qui les concerne, quoi. Ouais, moi j'avais vu une vidéo parce que justement j'en avais besoin de regarder pour Softair et les portails qui en Stripe sont quand même vachement propres dans l'absolu. De ce que j'avais pu voir, il faudrait que je retrouve la vidéo, mais c'était franchement pas mal pour le coup. Là où il faut faire attention, c'est en termes de numérotation de facture. C'est vrai que j'entendais Pierre dire de temps en temps j'ai du Stripe, de temps en temps je fais de la facture normale. Et en termes de numérotation, ça doit suivre. Donc à un moment donné, il faut mapper et tout ce bazar pour être sûr de. On donne la parole à Élise. Justement, c'est là où on va prendre la parole. Ce matin, je suis allée un peu vérifier tout ça parce que je suis aussi sur Collective. J'en profite parce qu'il faut que je parte à 14h, donc je balance un peu toutes les infos. Mais donc, je suis aussi sur Collective qui permet de facturer tes clients quand tu es, par exemple, plusieurs freelances ou plusieurs indépendants à bosser ensemble. Tu peux facturer tes clients avec Collective et même de manière individuelle si tu veux passer par leur outil parce que tu aimes bien leur outil de facture, c'est possible. Et de ce qu'il raconte, c'est qu'en fait... selon la loi française, tu peux avoir plusieurs outils de facturation et plusieurs séquences chronologiques par outil. Et apparemment, c'est pas gênant. Mais bon, voilà, peut-être qu'au bout de 4-5 outils différents, ça devient un peu complexe, quoi. Je viens de me rendre compte que vous aviez invité Élise à ce podcast avant moi et je suis super énervé et jaloux. C'est comme ça. Oui. Ouais, Damien, il dit que Stripe, ils prennent 2,5%. En fait, c'est sur les paiements. Mais par exemple, Stripe Invoice, tu peux envoyer des choses, par exemple, et que la personne, elle paye par virement. Donc là, du coup, je sais pas comment ça se passe, mais je pense qu'ils prennent pas, du coup, ces 2,5%, quoi. Ils prennent juste... Alors moi, j'avais compris qu'ils prenaient en plus, justement, quand j'avais regardé. Hein. Mais 0,4 en plus. Ouais, mais par exemple, si le client il paye par virement, je pense qu'il t'envoie juste une facture à la fin du mois en mode 0,4% du montant que tu dois leur verser. Mais s'il paye pas fait par Stripe, ils prennent... Ah, je sais pas. Bah après, ouais, non, je sais pas. C'était assez flou cette partie-là. Moi, j'avoue que j'ai pas tout compris. Hein. Il y a le lien de pricing. Ouais, je viens de le voir. Qu'est-ce qu'ils nous disent celle-ci, des gens utilisent celle-ci. Je l'ai fait une fois pour un client, plus jamais. Non, enfin, celle-ci, c'est un CRM, ERP, tout en un, qui fait plein de choses, y compris des factures, qui a une API, mais il y a plein de choses qui peuvent pas se faire par API. Il y a un module make, mais qui a juste la moitié des endpoints API, la plupart, il faut les faire. Oui, je suis d'accord, je valide que pour... Ils ont arbitrary. V1 et V2, faut pas se gourer. Hein. Voilà, c'est la plupart des choses, il faut les faire en arbitrary API call. Et pour ça, s'appuyer sur la documentation de l'API, qui est un texte à trous. Des fois, il y a une variable. Si tu regardes dans le texte d'explication ou dans le code exemple, elle n'a pas le même nom. Sérieux, quoi. Des fois, tu dis, bon, là, j'imagine qu'il faut une valeur, mais je ne sais pas laquelle il faut. Alors, tu essayes des trucs. Donc, pour utilisation manuelle, je sais que celle-ci est un bon outil, mais si vous voulez automatiser et utiliser sérieusement l'API, je ne le recommande pas forcément.
Et Aordoki, là, qui dit que oui, du coup, la numérotation peut être bien différente d'un outil à l'autre. Ma question, c'est est-ce que du coup, tu peux avoir, par exemple, 2021, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et après 2022, tu recommences à 0, enfin, tu recommences à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Est-ce que si du coup, mais est-ce que si tu as le préfixe, par exemple, 2021-quelque chose, 2022- quelque chose, est-ce que ça marche? C'est un autre chiffre. Arnaud a l'air de dire que non. On peut avoir des numérotations différentes. Typiquement, quand je facture avec Malte ou avec QuickBooks, j'ai pas la même continuité dans la numérotation parce que j'ai de toute façon pas la main sur la numérotation de Malte. En revanche, il faut que chacune de ces numérotations soit cohérente. Nous, ils n'ont pas eu la tolérance. Ok. Super. D'accord. Alors, il y a aussi les outils qui sont pas faits pour facturer, mais qui aident, type Malte et Collective Work. Ceux qui les utilisent peuvent. Ah oui, il y a l'histoire de la sécurisation du paiement. C'est ça un peu le principal atout, c'est ça ce qu'on avait dit? Ouais. Malte, c'était mon principal outil de facturation quand j'ai démarré en freelance. Parce que déjà, je trouvais mes missions via Malte, donc voilà, la suite logique était de facturer via Malte. Mais même quand j'avais des clients en dehors, je facturais via Malte parce que une mission facturée via Malte, même si j'ai pas trouvé client via Malte, ça m'apporte, voilà, ça montre une mission supplémentaire sur Malte. Le client peut laisser un avis qui sera visible, et ça sécurise aussi pas mal le paiement, c'est-à-dire que le client prépaye à Malte. Moi, je suis payé immédiatement, sans délai de paiement, dès que j'ai fini la mission. Et il joue un peu le rôle de tiers de confiance. Malte, ouais, c'est une plateforme qui met en relation des freelances et les clients, et il joue même dans cette relation le rôle de tiers de confiance. Je sais que le client a l'intention de payer parce qu'il a déjà payé. Le client sait que j'ai pas l'intention de me barrer dès que j'ai reçu mon acompte, parce que concrètement, moi, je suis pas payé tant que j'ai pas fini le boulot. Et je trouve ça assez vertueux comme fonctionnement, et en plus quand on démarre, on a besoin d'un peu de visibilité, de crédibilité, etc. Ça peut être une bonne option parce que ça booste le profil Malte, et en plus de ça, c'est gratuit pour la première mission avec chaque client qu'on n'a pas trouvé via Malte. Donc ça peut être. C'est quoi, c'est à 16 € là? 16 € plus. C'est les amendes pour facture non conforme, je crois. Ah ouais. Quand même. 16 € par mention manquante par facture. T'es sûr que t'as pas envie de revoir tout de suite tes factures, Julien? Non, mes factures sont suffisamment chères pour que ces 16 € soient négligeables. C'est ça, tant que c'est moins d'1% de la facture finalement. Ouais. Je pense que je vais, ouais. Moi, je pense que du coup, moi, j'avais fait en sorte qu'à chaque fin d'année, ça redémarrait à 0, parce que je trouvais ça cool. Mais en fait, non. On va peut-être pas faire ça, du coup. Mais en tout cas, pour collectif, il n'y a pas d'API. Donc, c'est un peu triste cette partie-là. Parce qu'on s'est dit, génial, c'est une API, on va pouvoir chacun un peu automatiser nos modes de fonctionnement autour de collectif, quoi. Et avoir un outil commun, quoi. Mais non. Et il y a cette histoire aussi de tiers de confiance, pareil, il y a un prépaiement et tout ça de clients. Oui, c'est ça. En fait, toute la partie devis, paiement, facture, tout se fait sur collectif de A à Z. Et donc, je t'avoue que pour le moment, j'ai eu des propos. Enfin, on n'est pas encore fait jusqu'au bout le process. Donc, je peux pas te dire. Mais, Vous avez validé un client déjà ou pas? Pas encore. D'accord. Pas encore. Ok. Pas encore. Mais on a des personnes qui nous contactent et Henri, ça va pas tarder. Henri, moi j'ai utilisé Henri. J'ai utilisé au début aussi. Je dirais qu'il faut qu'il recrute quelqu'un pour l'expert. C'est pas du tout intuitif, quoi. En fait, il doit y avoir dans les menus, il doit y avoir 25 boutons, et en fait, je clique toujours sur le même bouton parce que c'est là, il y a que ça. Je suis toujours à faire tous mes documents et à dupliquer les documents existants, et je faisais que ça, et donc tous les autres boutons ne servent à rien sur l'interface. Donc ouais, je suis un peu perdu, et même en y étant resté un bon moment, j'ai toujours été très perdu dans cette plateforme. Oui, non, c'est pas hyper intuitif, zéro API, c'est pour ça que j'en suis parti. Après, c'est gratuit.
Voilà, il y a des options payantes, un lien de paiement, tout un tas de trucs, mais de base, l'outil est gratuit. Donc là aussi, pour quelqu'un qui démarre et qui cherche un outil français et qui n'a pas forcément le budget, ça peut rester une bonne option. Enfin, c'est pas le plus intuitif, mais c'est pas non plus. J'ai vu pire, quoi. Enfin, niveau outil à l'UX infernal, j'ai vu pire. Et pour le coup, ils sont rigoureux, hein. Dès que tu as généré ta facture, c'est terminé, hein. C'est la base. Et par contre, il y a cette histoire que ouais, il y a quand même les histoires de génération d'avoir aussi, ça on n'en a pas parlé. Mais c'est vrai que les outils qui sont très dédiés à la facturation, quand on annule une facture, ils génèrent l'avoir directement pour pas mal d'entre eux. Donc ça, c'est pas mal. Je pense pas que Conto fasse ça, quoi, déjà. Donc, si vous êtes à contexte où vous savez que vous allez annuler pas mal de factures, potentiellement, parce qu'il y a des avenants où les montants sont pas bons, ou genre vous passez à la TVA, genre les mois ou de passage à la TVA, généralement, il peut y avoir des petits avoirs / factures à refaire. Ça peut être pas mal. Oui. On file, Julien. Ouais. Ouais. Salut. De toute façon, je voulais juste parler d'Invoice Ninja. Je sais qu'il y en a qui utilisent ça. Florian, il aime bien Invoice Ninja. Il y a des gens qui ont des choses à dire dessus. Je connais pas trop. Je connais pas du tout d'ailleurs. J'avais un petit peu essayé, mais j'avoue que j'avais pas tant accroché que ça personnellement. J'avais pas trouvé. Je trouve l'interface n'était pas tip top, je trouve. Pour commencer à comprendre comment ça marchait. Après, voilà, c'est un logiciel de facturation un peu classique, j'ai envie de dire. Par contre, c'est assez intéressant, niveau prix, niveau possibilités avec les API, etc. Par contre, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, je crois que c'est Florian qui vient. Ok. Bon. Si vous voulez des informations, demandez à Florian Verdon qu'on ne fait pas le SAV d'Invoice Ninja. Voilà. Mais non, il y a aussi. C'est Xavier qui utilise, je crois. Il l'a dit tout à l'heure. Donc, faut pas hésiter. Voilà. Bon, j'essaie de prendre des screenshots, des trucs intéressants. Je vais screenshotter le 16 € là, parce qu'il m'a fait peur. C'est important à savoir. Et puis sinon, ouais, en termes de ressources, on en avait parlé, c'est bien de suivre la micro by Flow, là, c'est The Influenceur de la micro-entreprise sur LinkedIn, qui permet d'avoir un peu toutes les infos. On voit pas le texte, Julien, c'est caché par nos têtes. Ouais, non, c'est pas grand-chose. Merci. Il y avait un lien sur les mentions obligatoires pour les factures. La micro by Flow, ça on s'en fout. Et après, le site du gouvernement, j'ai envie de dire. Hein. Ouais, on s'en sort. Il y a la nouvelle mode expert comptable, là, que Napsaki, je sais plus ce que c'est Benoît, quoi, je crois. Voilà. Je sais pas si vous avez encore des questions par rapport à. Je vais dire, entre ce qui a été donné, entre le blabla de chez nous et le chat, le contenu a été de qualité, hein. Merci au chat d'ailleurs. Peut-être plus grâce au chat que grâce à nous d'ailleurs. Merci à tous ceux qui participé au débat et qui ont corrigé. Alors, Doki et Xavier, je pense qu'on a un contenu. D'ailleurs, le chat est rempli de bulles rouges, vertes et jaunes. On se demande pourquoi. Voilà. Oui, mais c'est super intéressant en tout cas. Merci à Arnaud pour ses retours d'expérience suite à ses contrôles qu'il a eus. Ça donne des bonnes pistes pour savoir ce qu'il faut faire. Ouais, quand on subit des contrôles, généralement, on ne se fait pas avoir la deuxième fois. Ouais. Vous connaissez des freelances qui se sont fait contrôler? Ça arrive, ça? Des micro-entreprises. Tu étais en société, Arnaud, quand ça t'est arrivé? Parce que c'est vrai que j'ai jamais trop entendu parler de freelance contrôlé, mais j'imagine que ça doit. Ouais, voilà, vous êtes. On était vite, c'est pour ça. Ouais, j'imagine que ça doit arriver quand même. Je pense que ça doit arriver quand tu dois éclater les compteurs de ta micro au bout de la première année. À mon avis, là, tu te prends en contrôle. Mais autrement, je pense pas que ça serait. Non, je rigole. Bon, en tout cas, merci pour ce petit live, c'était très sympa. 9 ans d'indépendance, c'est aucun contrôle pour Arnaud. Ah, pas mal.
Vous pouvez passer des choses, c'est bon, ça passe. Bon, bah, en tout cas, merci à tous. Le Merci. doc presque rempli, je vais mettre le lien quelque part. Pour une fois, je vais le faire. Je dis que je vais le faire à chaque fois, je le fais jamais. Mais là, comme j'ai travaillé pendant le live, j'ai moins la flemme. Parce que le truc, il est presque fait, quoi. Ah bah oui. Voilà. Et puis voilà. Donc, bah, on vous dit merci à tous bientôt. d'avoir À été bientôt. là. À bientôt. Et puis Ça marche. dans 2 semaines pour le live on air avec Jean-François Baudin, un expert table, mais aussi un chef d'entreprise de PME agroalimentaire au Portugal, si ça vous intéresse. Et puis dans un mois pour Airtable Arena numéro 8. Allez, Salut tout le monde, Salut. merci. Salut. tout le monde. Salut.